Bienvenue sur Zoom In. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui nous touche tous, même si on n'y pense pas forcément au quotidien, la finance. Plus précisément, la crise financière de 2008. Ouais. On en ressent encore les effets aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. On a tous en tête ces images de panique sur les marchés financiers, Ouais. les faillites bancaires en cascade. Mais au-delà du spectacle médiatique, il faut comprendre ce qui a mené à cette crise. Et pour ça, on va se pencher sur le cas de Philip Baker, Philip Baker. un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Ah oui, fascinant ce personnage. Parti de rien, Ouais, a construit un empire financier et puis tout perdu à cause d'une fraude. exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Baker a été condamné à 20 ans de prison pour ses actes. Oui. Mais beaucoup de grands noms de Wall Street, qui ont pourtant joué un rôle majeur dans la crise, s'en sont sortis sans aucune condamnation. Comment est-ce possible d'éviter? C'est une question clé, effectivement. Pour comprendre, il faut d'abord savoir qui est Philip Baker. Comment il en est arrivé là? Alors, racontez-nous son histoire. Philip Baker, c'est un peu le rêve américain qui tourne au cauchemar. Il vient d'une famille modeste, D'accord. ambitieux, travailleur, il fait de brillantes études de finance et intègre le monde des fonds spéculatifs. C'est un univers impitoyable où on gagne des sommes astronomiques Oui. en pariant sur l'évolution des marchés financiers. Donc un monde à haut risque. Exactement, à très haut risque. Et Baker Force, il était doué pour ça. Il crée son propre fonds, Lakeshore. Oui. Un succès fulgurant. Il devient millionnaire, multimillionnaire. Il vit à Londres dans un appartement de luxe, voiture avec chauffeur. Il sponsorise même une équipe de course au large. On imagine le style de vie. La réussite incarnée. Mais derrière cette façade, une réalité bien plus sombre. Baker falsifiait les performances de son fonds pour attirer toujours plus d'investisseurs. D'accord. Il présentait des résultats gonflés artificiellement, montés sur l'ancienneté du fonds. Il vendait du rêve en quelque sorte. Exactement. Et ça a marché pendant un temps. Mais en 2007, la bulle immobilière américaine, elle commence à éclater. Les marchés financiers paniquent. Oui. Les investisseurs veulent retirer leur argent massivement. C'est là que le château des cartes de Baker s'effondre. Ses mensonges sont révélés au grand jour. Il est arrêté pour fraude. Et là, la chute est brutale. Ah oui, Baker est extradé vers les États-Unis, jugé, condamné à 20 ans de prison. Ouais. Il perd toute sa fortune, sa réputation, sa liberté. Une histoire tragique qui illustre bien les dérives de la finance. Oui, mais ce qui est frappant, c'est le contraste entre la sévérité de sa peine et l'impunité dont ont bénéficié les dirigeants des grandes banques. Ils ont quand même joué un rôle majeur dans la crise. Oui, c'est vrai. Et c'est là que le cas de Baker devient intéressant. Il nous pousse à nous interroger sur la justice. Oui. Si Baker a été puni pour ses crimes, pourquoi pas les grands de Wall Street? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre comment est née cette crise. Et pour ça, il faut parler des subprimes. Ah oui, les subprimes. Des prêts immobiliers accordés à des personnes ayant une faible solvabilité, c'est-à-dire qui ont peu de chances de rembourser. Des prêts risqués, en somme. Oui, mais pendant un temps, personne ne s'en inquiétait. Au contraire, on a encouragé ces prêts. Imaginez des taux d'intérêt bas, la possibilité d'acheter une maison sans apport. Ça paraît trop beau pour être vrai. Exactement. Et ça l'était. Et comment ces prêts risqués ont-ils pu déclencher une crise mondiale? Alors, ces prêts, considérés comme risqués, ils ont été regroupés, transformés en produits financiers complexes, opaques, et vendus à des investisseurs du monde entier. Donc on a caché le risque. Oui, et comme tout le monde pensait que l'immobilier allait continuer à grimper, personne ne s'est vraiment posé de questions. Mais quand la bulle a éclaté, la valeur de ces produits a plongé. Oui. Et c'est tout le système financier qui a été contaminé. Et Wall Street était au cœur de tout ça. Absolument. Les banques d'investissement, comme Lehman Brothers, ont joué un rôle central dans la création et la diffusion de ces produits toxiques. C'est là que l'histoire de Philip Baker croise celle de la crise des subprimes. Oui, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de notre discussion. Comment la chute de Lehman Brothers, symbole de l'excès et de la cupidité, a précipité le monde dans la crise. Et on va se demander si, au final, justice a été rendue. Alors, pour comprendre le rôle de Lehman Brothers dans cette crise, il faut se plonger dans l'univers de Wall Street avant 2008. Imaginez, un monde où l'argent coule à flot, où les bonus se comptent en millions, où la prise de risque est encouragée, voire glorifiée. Un monde à part, loin des réalités de l'économie, disons réelles. Exactement. Et Lehman Brothers était l'une des stars de ce monde-là. Une banque d'investissement prestigieuse dirigée par Dick Fuld,
un personnage charismatique, Oui. mais aussi controversé. On le surnommait le gorille pour son style agressif. On imagine mal un personnage comme ça, à la tête d'une institution financière. Et pourtant, c'était la norme à l'époque. Sous la direction de Full, Lehman Brothers a pris des risques de plus en plus importants, notamment en investissant massivement dans les subprimes. Ils utilisaient un outil, le levier financier, Oui. qui leur permettait de démultiplier leurs gains, mais aussi leurs pertes. Un peu comme un pari à la roulette. On peut gagner beaucoup, Ouais. mais on peut aussi tout perdre. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Quand la bulle immobilière a éclaté, Lehman Brothers s'est retrouvé avec des milliards de dollars de produits toxiques sur les bras. Et ils ont essayé de cacher la situation, non? Oui, ils ont utilisé des techniques comptables complexes, D'accord. comme le repos 105, pour masquer leur niveau d'endettement. Mais la vérité a fini par éclater au grand jour. Et c'est là que tout s'est effondré. Oui, en septembre 2008, Lehman Brothers n'a pas réussi à trouver de repreneur. Déclaré en faillite, la plus grosse faillite bancaire de l'histoire américaine. Et ça a eu un effet domino sur le reste du système financier. Absolument, la chute de Lehman Brothers a provoqué une panique générale sur les marchés. Les banques ne se faisaient plus confiance. Les crédits se sont gelés. L'économie mondiale est entrée en récession. Donc, si je comprends bien, Philip Baker, avec sa fraude à 460 millions de dollars, condamné à 20 ans de prison. Mais Dick Fuld, qui était à la tête de Lehman Brothers, une banque dont la faillite a provoqué une crise mondiale, n'a jamais été inquiété. C'est exact. Il a quitté son poste avec des millions de dollars d'indemnité. Il n'a jamais été poursuivi en justice. C'est difficile à avaler. On punit le petit escroc, Ouais, mais on laisse le grand patron s'en tirer à bon compte. c'est un sentiment d'injustice compréhensible. Beaucoup de gens se sont sentis trahis par le système. On peut se demander si la justice a vraiment été rendue. Alors, comment expliquer cette différence de traitement? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il est très difficile de prouver la responsabilité individuelle des dirigeants dans des affaires aussi complexes que la faillite de Lehman Brothers. Ensuite, il y a eu une volonté politique de ne pas poursuivre les grandes Wall Street, de peur de déstabiliser encore plus le système financier. Donc, on a sacrifié la justice sur l'autel de la stabilité économique. C'est une interprétation possible, mais ce qui est certain, c'est que l'absence de sanctions a nourri un sentiment d'impunité. Oui. Et n'a pas permis de réformer en profondeur le système financier. Et quelles leçons on a tirées de cette crise? Est-ce qu'on a mis en place des garde-fous pour éviter que ça se reproduise? Il y a eu quelques réformes, bien sûr. Mais le système financier reste fragile. Et les risques de nouvelles crises sont toujours présents. Donc on se retrouve avec Philip Baker en prison. Ouais. Il a escroqué des millions. Mais les responsables de la crise financière, eux, continuent de vivre comme si de rien n'était, alors qu'ils ont mis à genoux l'économie mondiale. Oui, c'est un constat assez amer, hein? Et ça soulève des questions importantes sur notre système. Quel message on envoie quand on punit les petits délinquants financiers, mais qu'on laisse les plus grands acteurs impunis? On dirait qu'on accepte l'idée que quand les dégâts sont énormes, Ouais, plus personne n'est vraiment responsable. exactement. Et ce sentiment d'impunité, il est dangereux. Il mine la confiance dans le système et peut même encourager d'autres dérives. On se dit, si les autres peuvent s'en sortir, pourquoi pas moi? C'est ça. Comment briser ce cercle vicieux? Comment éviter que l'histoire se répète au Vénétie? Il n'y a pas de solution miracle. On peut agir à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de la régulation. Il faut renforcer les contrôles sur les banques, limiter les prises de risques excessives, rendre le système financier plus transparent. En gros, empêcher les banques de jouer avec l'argent des gens comme si c'était un casino. Voilà. Mais la régulation ne suffit pas. Il faut aussi changer les mentalités, les comportements. On l'a vu, la crise de 2008, elle a été alimentée par une culture de l'excès, de la cupidité, le profit à court terme avant tout. On se souvient de ces traders qui gagnaient des millions en misant sur la faillite du système. Exactement. Donc il faut repenser notre rapport à l'argent, à la réussite. Promouvoir une finance plus responsable, plus éthique. Une finance qui serve l'intérêt général. Un vrai changement de paradigme. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Je pense que oui. La crise de 2008, ça a été un électrochoc. Elle a montré les limites du système actuel et a ouvert la voie à des réflexions sur des alternatives. On entend de plus en plus de voix qui réclament une finance plus juste, plus durable, plus humaine. C'est plutôt encourageant. Et nous, en tant que citoyens, on peut faire quelque chose. Bien sûr. On peut s'informer, comprendre les enjeux, interpeller nos élus, soutenir les initiatives pour une finance responsable. Et puis, à notre échelle, faire des choix de consommation, d'investissement plus éthiques.
Donc on a tous un rôle à jouer pour un système financier plus juste, plus stable. Tout à fait. Le cas de Philip Baker, même s'il est individuel, il nous rappelle que les choix financiers, les comportements individuels, ça a un impact collectif. On ne peut pas se contenter de dire « c'est la faute du système ». C'est une conclusion qui donne à réfléchir. Merci pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont mieux compris cette crise de 2008 et les enjeux qui en découlent. Moi aussi. C'est un sujet complexe, mais essentiel d'en parler, de débattre, pour éviter de répéter les erreurs du passé. Tout à fait. Sur cette note d'espoir d'engagement citoyen, on va conclure cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.